Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Dr Muntaga El Karim Diagne. Vous êtes enseignant-chercheur au département sciences politiques de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Vous y enseignez religion et politique. Dr Diagne, vous êtes auteur de l'ouvrage Pouvoir politique, espace religieux au Sénégal. C'est un plaisir de vous recevoir à l'émission Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je suis ravi d'être aujourd'hui dans cette émission qui est plébiscitée et bien écoutée par tous les auditeurs de la radio Sud FM. Et je vous remercie de l'invitation que vous m'avez faite. Alors, Dr Diagne, merci encore une fois. Vous êtes spécialiste des questions géopolitiques. Quand je parle de géopolitique, vous suivez ce qui se passe à travers le monde, une crise politique en Italie, mais également en Grande-Bretagne avec la démission de la première ministre. Aujourd'hui, oui, la crise ukrainienne aidant, le monde est devenu complexe. Déjà, ce qui se passe en Afrique avec, oui, le Tchad, des morts, un journaliste tué, la Guinée, vous connaissez, le Mali avec le djihadisme qui monte. Oui, comment analysez-vous, du point de vue du diagnostic, ce qui se passe à travers le monde, tant sur la forme que sur le fond? Ce sont d'excellentes questions et je pense que vous avez rappelé en fait les facteurs conjoncturels qui expliquent la difficulté, tant en termes de stabilité politique et économique à laquelle le monde et aujourd'hui fait face. Mais je pense qu'il est utile quand même de faire des rappels un peu historiques, sans rentrer un peu dans les détails. Parce qu'on a l'impression, des fois, quand il y a une crise, on a le sentiment que c'est inédit, parce que nous le vivons. Mais si on remonte à peu près une vingtaine d'années, dans les années 80, même jusque dans les années 70, il y avait ces fameux chocs pétroliers. Donc, par la suite, on a connu la crise des années 80. La répercussion, la résultante pour nos pays africains, c'était la phase des ajustements structurels, endettement. Et si vous regardez effectivement aussi des années 80, 84, 87, beaucoup de pays africains avaient expérimenté aussi des coups d'État. Donc, en cela, le monde, j'ai comme habitude de dire, ce sont des convulsions. Convulsions, comme quelqu'un qui est malade, c'est des soubresauts qui arrivent au niveau interne. Et ce qu'on voit au niveau externe, c'est justement en fait l'expression de cette maladie. Et Gorée Institute avait déjà parlé de l'avènement justement de régimes autoritaires à l'époque pour alerter. Tout à fait. Gorée Institute avec le professeur Doudou Dia, que je connais très bien et qui fait un travail magnifique de sensibilisation, avait cette vocation-là justement en fait de faire des analyses pour préparer. Et beaucoup d'instituts en fait font ces types d'analyses-là pour décrire que, parce qu'on est dans la globalisation. Donc quand on est dans la globalisation, finalement des facteurs dits exogènes peuvent avoir des impacts sur le cours économique, politique, de ce qu'on est en train de vivre. Donc vous avez rappelé quand même des faits assez importants et je ne sais pas si vous voulez qu'on les reprenne. Mais bien sûr, au cas par cas. Au cas par cas. Mais parce que vous avez parlé de ce qui s'est passé en Europe, en Italie, en termes de crise. Par contre, les Italiens ne le voient pas en termes de crise. C'est pourquoi je parlais de convulsion. Parce que dans une démocratie de manière générale, le fait de passer via un système électoral où les populations choisissent leurs représentants de manière démocratique et élisent finalement, certes on le voit de l'extérieur puisque c'est un parti d'extrême droite et c'est tout de suite avec tout ce qu'ils sont en train de prôner, c'est la peur. La peur au niveau des migrants, la peur au niveau de politique un peu plus dure. Et on sait que l'Italie, c'est pas mal jalonné avec justement cette migration. Mais d'un point de vue interne, et si vous avez récemment, il y a eu un entretien qui avait été fait par l'ambassadeur de l'Italie ici au Sénégal, où on lui a posé ces craintes-là en disant, bon, est-ce que ça va être comme on l'a cru, comme Marine Le Pen. Donc, avec un conservatisme de retour, C'est ça. Est-ce que finalement, en fait, on va expulser tous les sans-papiers ou les étudiants africains ou les personnes un peu... Et il a rassuré.
Il a rassuré en disant quand même qu'il y a une coopération. Donc, certes, l'Italie a des quotas assez spécifiques, et je pense que c'est dans cette perspective-là qu'on va s'enligner au niveau d'un pays qui vit finalement une crise économique, comme les autres pays. Donc, je ne parlerai pas de crise, ou en tout cas, quand je parle de crise, c'est tout simplement quelque chose qui est normal. C'est de l'ordre de normal quand les sociétés expérimentent des problèmes, de finalement en fait choisir des représentants qui puissent répondre à ces périodes quand même assez complexes. Et vous avez bien parlé de convulsions internes démocratiques, mais quand même qui ne cachent pas une certaine instabilité institutionnelle. Tout à fait, ça c'est vrai. C'est vrai, d'autant plus, et on a pu voir, si vous regardez également les réactions que l'Union européenne a eues, où c'était, bon, ils ont tardé à réagir, mais vous avez récemment la présidente de la Commission de l'Union européenne qui a dit qu'elle était, qui a félicité finalement en fait l'élection de la nouvelle première ministre italienne, et en même temps a dit que l'Union européenne était prête à travailler sur la question de la coopération. L'Italie est quand même la 3e puissance au niveau économique au sein de l'Europe. Donc, basculer dans une forme de populisme d'extrême droite, elle-même n'y gagnerait pas. Et on peut faire le comparatif avec ce qui se passe en Grande-Bretagne. Il y a eu des quotidiens un peu satiriques qui ont fait l'amalgame entre les deux. Et l'Italie a vite fait de rappeler en disant non, ce n'est pas la même situation. Ce que la Grande-Bretagne est en train de vivre depuis la sortie du Brexit est beaucoup plus lié avec l'incapacité finalement en fait de la Grande-Bretagne de trouver un régime qui est caractéristique, parce que pendant longtemps le parti travailliste était aussi assez important. Donc là on est au niveau du parti conservateur, d'ailleurs d'une personne, Liz Truss, qui dans ses débuts était plus de gauche que de droite, donc, mais par la suite a pris cette idéologie là. Donc autour des hommes et des femmes politiques qui portent parfois un combat, on se rend compte qu'à un moment donné, les principes évoluent, souvent en termes des opportunités, et ces personnes-là ne représentent pas, et je pense que c'est le cas qui s'est posé avec la Grande-Bretagne. Il y a une crise de représentativité, même au sein de son parti, qui a fait qu'elle a dû démissionner. Et là, la Grande-Bretagne, finalement, est en train... Là, on peut parler réellement de crise dans ce contexte-là. Parce que qui va être celui ou celle qui est le plus à même de représenter finalement ce parti conservateur qui était quand même assez important. On parlait du décès de la reine d'Angleterre, mais on parlait des figures assez iconiques comme Margaret Thatcher, qui pendant des périodes aussi troubles au niveau économique et politique international, on l'appelait la dame de fer pour une certaine raison, parce qu'elle prenait des politiques rigoureuses assez difficiles. En Grande-Bretagne, il faut que quand même prendre des mesures économiques assez drastiques, là où la globalisation pose problème en termes de coopération. C'est qui démontre quelque part que l'Europe, effectivement, vit des moments assez difficiles de crise structurelle, conjoncturelle, mais aussi qui impactent également sur la marche de l'Europe. Tout à fait. Ça, il faut le dire. Alors, cette crise, elle est liée avec plusieurs facteurs exogènes que l'Europe vit, mais également l'Afrique. C'est bien entendu la crise ukrainienne, c'est aussi Covid-19. Mais si on remonte depuis, au début des années 2000, la rivalité, je dois dire, entre la France et l'Allemagne et l'orientation que ces deux pays ont au sein de l'Union européenne ont eu des impacts dans d'autres pays. On peut penser à l'Espagne qui avait eu ces problèmes il y a quelques années. La même chose s'est posée en Grèce. Donc vous avez raison de dire qu'il y a une crise européenne. Une crise aussi liée avec cette recherche effrénée autour de la transition énergétique. Parce qu'on sait que quand cette guerre-là, en février, on va déjà faire une année de guerre, et l'Europe, comme plusieurs pays, c'est pas juste l'Europe, mais dans ce contexte-là, on est dans cette course effrénée de maintien de ressources énergétiques. On revient sur des fondamentaux ou comment assurer et c'est ça ce qui est important dans la géopolitique, c'est ce qu'on appelle l'espace vital. L'espace vital, c'est d'abord les ressources naturelles. Donc quand vous êtes dépendant d'un pays comme la Russie, justement, qui d'une certaine manière produit du pétrole, de l'énergie extraordinaire. Donc en qualité et en quantité. Donc dans ce contexte-là, vous êtes obligé d'une certaine manière de voir quels sont les autres
alternatives qui se posent. Et cette même question se posera également pour le continent africain. Mais justement, c'était bon justement de camper le décor pour montrer quelque part que si l'Europe est en crise, il y aura certainement des ramifications en Afrique. Mais alors, deux tableaux qui se dessinent avec ce qui se passe au Tchad. Vous avez vécu la situation assez difficile où il y a une répression. Tout à fait. Vous avez aussi ce qui se passe au Mali, en Guinée également. Alors, deux tableaux qui se dessinent en termes de comparaison et de parallélisme. Pour retenir quoi finalement? On parle de choc exogène. D'ailleurs, une thématique qui sera développée avec le forum de Dakar. Comment analysez-vous cela? Alors, c'est extrêmement intéressant. Et ce sont des faits, encore une fois, si on les prend de manière séparée, on peut se rendre compte que ces faits-là peuvent en eux-mêmes être ce que vous avez appelé tout à l'heure des chocs conjoncturels. Donc, pour le cas du Burkina Faso, on est dans ce contexte-là depuis 2020. Et puis même si on remonte avant, vous avez un régime. Et dans la plupart des pays africains, ce qu'on constate, la constante générale, c'est que vous avez des pays qui étaient maintenus par un homme fort, donc qui au niveau militaire, au niveau sécuritaire, contrôlait finalement en fait tout l'équilibre systémique. Blaise Compaoré, Condé en Guinée, d'une certaine manière, Idriss Déby au Tchad. Ça c'était depuis 30 années. Alors quand il y a un affaissement qui est causé par des coups d'État et autres, ou un régime constitutionnel non suivi, ce que ça produit d'une certaine manière, c'est comme ce que dans le printemps arabe, on a voulu avoir, c'est-à-dire... Ben Ali, exactement. Donc, une exhortation... Égypte, tout à fait. Donc, pour moi, en fait, c'est ce que j'appelais au début des convulsions de manière un peu normale. Parce que c'est des crises qui sont structurelles, d'une certaine manière, parce que quand la population demande une volonté de démocratie, on ne souhaite pas qu'elle passe par les armes. On avait parlé des années 80 au départ, crise exogène, directement implication coup d'État en Afrique. Le même parallèle peut se faire aujourd'hui avec les situations que vous avez évoquées. Dans le cas précis du Tchad, là, on avait dit qu'après 18 mois, justement, en fait, c'était la première entente. Le maréchal... La transition après 18 mois. Et beaucoup l'avaient salué en étant... Et il avait même promis qu'il ne serait pas candidat. Aujourd'hui, le problème se pose. On se dédie d'une certaine manière. Je vous donne un peu la perspective de ceux qui ont boycotté le dialogue national en disant que c'est une forme de simulacre de dialogue politique et qui n'ont pas participé dans ce dialogue-là. Donc, le problème de fond qui se pose, c'est au niveau du Tchad, c'est comment intégrer. On a quasiment 18 partis politiques qui ont choisi de boycotter. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, il y a un problème de représentativité. Là où on comparait tout à l'heure au niveau de l'Italie en disant que elle est passée peut-être avec 43%, mais elle est passée. Donc, elle représente quand même une portion. Donc, si à l'opposé, dans les pays comme le Niger, comme le Tchad, pardon, vous n'avez pas une représentativité de toutes les factions qui sont présentes, cela va créer finalement en fait des situations insurrectionnelles. Et c'est ce qui s'est passé. Les populations sont sorties parce qu'elles avaient estimé avec une jeunesse qui est désormais debout, qui n'accepte plus l'inacceptable. Mais tout à fait. Parce que c'est encore une fois, pour moi, je vois ça comme une tendance qui est normale. Le Mali l'avait expérimenté dans les années 90, lorsque finalement l'ancien président, le général ATT, justement avait pris le pouvoir auprès de la dictature de Touré. Donc on est dans cette même... Ce sont des expériences politiques et démocratiques. Quand le peuple se soulève, il faut fustiger parce que... on ne le souhaite pas. On ne souhaite pas de prendre les armes et de finalement manifester sa réprobation. Mais ce qui l'a causé, c'est le fait que le gouvernement n'a pas pu respecter ses promesses. L'agenda qui était exposé, de dire qu'après 18 mois. On a vu que finalement, en Guinée, ils sont revenus sur la question, ont finalement accepté les accords avec justement la CEDEAO. Mais au Tchad, c'est pas la même chose finalement. Et on est allé même jusqu'à pointer du doigt l'autre. Quand je dis l'autre,
Je fais allusion à la France, finalement. À la France. Oui. Oui. Donc, à tort ou à raison? Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur la position de la France, mais si vous permettez, je vais juste revenir sur le cas du Tchad que je trouve assez intéressant, en parlant parfois des acteurs qui ne sont pas toujours sur la scène. On peut parler de Doha, par exemple, le Qatar. Le Qatar qui a joué un rôle de médiation extrêmement important dans ce qui s'est passé au niveau du Tchad. En août, on parlait de dialogue, a réuni quand même l'essentiel des partis politiques. Le Qatar qui a cette diplomatie-là. Souterraine, hein? Souterraine, parce qu'il y a des intérêts. Et c'est ça la géopolitique. Donc pour revenir avec le cas de la France a non pas des intérêts aussi visibles. Et qui a décalé de ne pas s'immiscer justement dans ce qui se passe au Tchad comme au Burkina. Oui, parce qu'elle apprend de ses leçons. Elle apprend de ce qui s'est passé au niveau, on l'a vu, que ce soit en Guinée, que ce soit au Mali, surtout au Mali, où on l'a indexé de manière directe. Et si vous regardez le président Macron, c'est un travail d'information, de désinformation, à demander à l'ensemble de ses représentants des ambassades françaises en Afrique d'être beaucoup plus actifs dans les médias sociaux et de dire que non, la France n'est pas cet État qui s'ingère dans les affaires intérieures, comme on a l'habitude un peu de le taxer, parce qu'on sait qu'on est ici effectivement dans la chute des régimes de ce que la France-Afrique a longtemps finalement en fait représenté. Donc cette jeunesse que vous évoquez en a marre, entre guillemets, l'expression que le Sénégal connaît bien dans les années 2012, donc ne peut plus accepter finalement en fait ce dirigisme, ce paternalisme qui est externe. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée en fait des groupes qui, de manière spontanée et de manière populaire, se nourrissent souvent des frustrations socio-économiques et finalement en fait attaquent à tort ou à raison des puissances qui sont là, bien implantées pour des questions géostratégiques. Dans le cas du Tchad, je pense que c'est plus la géostratégie qui intéresse la France que l'aspect beaucoup plus parce que finalement, il n'y a pas que la France. On parle justement de l'émission de la Chine, mais de la Russie également. Et la posture qu'incarne l'Afrique devrait être quoi finalement? C'est une excellente question. Et je pense que les dirigeants africains, vous avez parlé du forum de Dakar de paix et sécurité, qui démarre justement en début de semaine. Le lundi, donc doivent s'épancher sur la question. Outre la vitrine diplomatique que peut représenter finalement ce forum-là, c'est à mon avis l'occasion où l'Afrique doit parler d'une seule voix et l'Afrique a ici une opportunité. Parce que souvent, de s'entendre, exactement. Et c'est ça la stratégie. De s'entendre, de parler d'une seule voix. De dire qu'à l'heure actuelle, là où l'Europe, comme vous l'avez dit, est en phase de crise énergétique, etc., des pays comme l'Algérie, vous parlez de la Russie, l'Algérie qui a entretenu des exercices militaires avec la Russie, un accord de partenariat depuis 2017, l'Algérie qui, au niveau des ressources énergétiques, que ce soit le pétrole, que ce soit le blé, a des réserves extraordinaires. Donc l'Afrique doit essayer de regarder comment finalement, là où les autres continents vont s'essouffler, si on exclut un peu l'Asie, qui a des potentialités économiques extraordinaires, comment ces pays-là finalement doivent, je ne veux pas dire autosuffisants, mais créer un système de telle sorte que parce qu'il y aura un problème d'approvisionnement. Et ce problème d'approvisionnement, avec le fret déjà, il peut être résolu si les pays africains, et on est déjà dans cette perspective-là, essaient d'avoir une zone de libre-échange dans laquelle finalement en fait des échanges commerciaux, et surtout le problème de l'Afrique de fond, c'est le problème de la transformation. On a des produits, mais on est incapable finalement en fait de transformer ces produits-là de manière un peu plus viable. Donc une stratégie qui doit être réellement trouvée dans ces grands forums, c'est d'essayer de voir au-delà de la question sécuritaire, mais de poser des mesures concrètes pour voir comment coopérer et commercer. Oui, mais vous parlez là de géostratégie finalement. Oui. Et c'est là où se situe l'enjeu principal. Tout à fait. Et c'est là où les pays que vous avez évoqués ont des intérêts. Parce que la géopolitique ou la géostratégie, c'est finalement en fait comment élargir ces zones d'influence autres qu'au niveau national, mais au niveau international. Comment avoir des stratégies d'alliance, des amis. On a souvent l'habitude de dire que les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Mais dans cette logique d'intérêt,
le jeu des amis peut aussi être extrêmement important. C'est ce qu'on appelle le soft power, la diplomatie culturelle économique. Aujourd'hui, la Russie fait également du soft power. Donc, utiliser finalement des aspects politiques, diplomatiques pour avoir un positionnement géostratégique important en Afrique. Toute cette zone du Sahel intéresse la Russie, intéresse également la Chine. Quand vous voyez comment la Chine finalement en fait s'investit et fait des programmes d'accompagnement très stratégiques, que ce soit au niveau des infrastructures dans certains pays, comme ici, comme au Sénégal. Dans d'autres pays, on est dans du pétrole, par exemple. On pensait à l'Angola et du gaz. Donc, ce sont des ressources qui sont extrêmement prisées parce que avec cette crise-là, c'est la hausse des prix du carburant et directement, nous, l'implication qu'on a, c'est au niveau alimentaire. Donc, dans cette géopolitique, cette géostratégie qui est en train finalement de se modifier et de se recomposer, l'Afrique doit aussi voir quels sont mes intérêts, quelles sont mes alliances. Et au lieu, le réflexe qu'on a, c'est aussi historique, c'est de se retourner au niveau externe. Mais regardons au niveau interne et de voir si réellement on peut essayer de trouver des stratégies de rassemblement, des stratégies de coopération, parler d'une seule voix, comme vous l'avez dit. Et surtout en termes de sécurité aujourd'hui, parce que l'autre problématique, que ce soit au Tchad, mais surtout au Burkina Faso et au Mali, c'est la montée du djihadisme. Le Mali, comme le Burkina, perd 20%, sinon plus, de sa superficie occupée. Qu'est-ce qui, selon vous, et avec le recul, explique cette montée du djihadisme au point d'échapper au contrôle de nos États? Je vous parlais du Burkina comme du Mali. Alors, on revient sur la notion de la géopolitique. Quand on s'intéresse dans la géopolitique, c'est comment le lieu peut servir finalement, en fait, d'instrument de pouvoir ou d'influence. Quand vous regardez les États africains qui aujourd'hui subissent finalement en fait l'assaut de ce djihadisme, c'est souvent en fait une situation qui préexiste depuis je pourrais remonter juste de la manière dont on a mis les frontières, donc depuis la période de la colonisation. Parce que ces États, souvent du Nord, n'ont pas eu finalement en fait toutes les structures qui pourraient permettre dans ces régions-là à véritablement développer des potentialités économiques, sociales assez importantes. Le sentiment d'inclusion qui est importante, qu'on voit au Mali, où cette population touareg s'associer avec des groupes comme AQMI, d'une certaine manière, a le sentiment que je ne me sens pas inclus dans le Mali. Dans le Mali actuel. Je ne me sens pas... C'est la même chose au niveau du Burkina Faso. Les rebelles qui ont pris le pouvoir ont ce sentiment d'inclusion. On parle de volonté de dialogue national, d'un gouvernement national, mais qu'ils rejettent parce qu'ils ont le sentiment que finalement l'État ne les inclut pas. Donc si on essaie on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais si pour répondre à votre question, si on veut essayer de trouver des facteurs explicatifs, il faut essayer déjà de voir au niveau de la répartition des ressources et de l'inclusion de ces groupes qui se sentent exclus du pouvoir, comment finalement leur permettre d'avoir, parce que quel qu'il soit un État, la fonction régalienne de l'État, c'est d'assurer la sécurité dans le territoire. Et cette sécurité-là, c'est une sécurité d'abord d'un point de vue du bien-être. Quand les groupes se sentent exclus, ne sentent pas finalement en fait qu'elles ne peuvent être représentées, elles vont prendre les armes, elles vont crier leur désarroi et la chose qui est compliquée, finalement, rejoindre des groupes qui, au niveau idéologique, finalement, vont trouver le facteur de déstabilisation comme un facteur qui permet de nourrir des aspirations. Et c'est ce qui se passe, malheureusement, dans un pays comme le Burkina. Parce que, souvent, ces États du Nord ne sont pas bien contrôlés au niveau territorial. Quelque part, l'installation des infrastructures, les grandes capitales, la plupart du temps, vous allez les retrouver dans des points qui sont névralgiques, du sud. Même le Nigeria, qui est un pays qui est extrêmement riche en ressources, en hydrocarbures, a des problématiques de contrôle dans la frontière de Maïdougouri au nord, etc. Et quand vous regardez, quand vous interrogez l'histoire et la géographie, vous vous rendez compte que, en fait, effectivement, l'essentiel des infrastructures, des ressources
pétrolière du Nigeria se trouve au sud. Donc quelque part, les États n'ont pas réussi finalement en fait d'assurer dans certaines régions stratégiques finalement non seulement des potentialités de développement économique, une présence, le fait qu'ils ne sont pas présents avec des capitales, un peu ce que essaie de faire le gouvernement actuel en créant des zones économiques régionales qui peuvent finalement capter. Ça, c'est une réponse finalement à la crise géopolitique sécuritaire que vivent la plupart des pays que vous avez cités, Burkina Faso, Mali, etc. Donc pour moi, si l'État assure mieux cette représentativité de ces groupes-là à l'intérieur de son territoire, si l'État essaie de leur donner la possibilité de discuter, c'est déjà en fait une façon de résoudre le problème sécuritaire. Oui, surtout dans un monde complexe. Quand je dis complexe, je fais allusion à la crise économique. Un monde dans une dynamique ou bien dans une tendance inflationniste. Oui. Ce qui repose, Karim Diagne, la problématique de la gouvernance. Tout à fait. Qui déboucherait sur la résilience. Mais quelle est la responsabilité de nos dirigeants dans une telle problématique, dans un contexte de tendance inflationniste? C'est de prendre les bonnes décisions. Oui. La responsabilité des dirigeants est également d'essayer de voir, encore une fois, au niveau de la représentation, comment des groupes qui ont le sentiment qu'ils ne participent pas finalement à l'action collective puissent être inclus. C'est vrai que les pays africains, la plupart du temps, vivent ces chocs exogènes beaucoup plus que d'autres. Donc les phénomènes qu'on a rappelés au début de l'entretien, Covid-19, crise ukrainienne. Mais la responsabilité d'un État, c'est d'abord d'être à l'écoute de sa population. C'est d'essayer de voir comment, au-delà de cette écoute-là, elle peut finalement, en fait, amenuiser l'inflation économique qui peut se passer. Donc, un contrôle des prix dans les fondamentaux, en fait. Les denrées, les populations, elles vont vous dire, si on n'arrive pas à subvenir à des besoins primaires, qui sont le fait d'avoir finalement de l'eau, de l'électricité, des questions qui vont se poser à l'aune de cette inflation que vous avez évoquée. Est-ce que ce n'est pas également là une grosse problématique dans la définition des politiques publiques qui devrait correspondre aussi aux besoins des populations? Je fais allusion à l'autosuffisance alimentaire. Ils ont été nombreux, les gouvernements successifs, à poser le problème, mais à ne pas résoudre comme situation. La question de l'autosuffisance. Donc, il y a une question structurelle, mais il y a une question également de la responsabilité individuelle. La responsabilité individuelle, c'est aussi nous, en tant que population, de se dire que, pour l'autosuffisance alimentaire, il faut aussi essayer de changer nos modes de consommation alimentaire. Quand on choisit de prendre du riz importé et non pas d'avoir du riz de la valeur, et aussi que l'État mette tout en son pouvoir pour que, au niveau des prix, donner la possibilité à cette consommation locale, finalement, en fait, d'avoir non seulement assez de production, mais vous connaissez bien également les États-Unis, le protectionnisme américain existe aussi. Vous allez au Maroc, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui. Donc cette question de protectionnisme, elle est liée avec le contexte de la globalisation. Bon, d'autres diront que est-ce qu'on a réellement les moyens... C'est un débat aussi. Oui. Est-ce qu'on a réellement les moyens d'assurer cette autosuffisance-là? Donc, d'une certaine manière, bon, je ne suis pas spécialiste économique, donc je ne vais pas m'avancer sur ce terrain, mais ce que je peux vous dire, c'est que quand même, c'est autant la responsabilité collective des États d'assurer finalement, en fait, cette diffusion de produits lorsqu'elle est présente, mais aussi sensibiliser et éduquer pour permettre à ce qu'on puisse consommer ces produits-là. C'est de cette manière-là qu'on pourra résorber et surtout aussi, je parlais de commercer entre les États de la sous-région. C'est important. Et parce qu'ici, aujourd'hui, quand on a comme partenaires commerciaux des pays comme l'Europe, la France, etc., là où des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Mali, comme le Ghana peuvent être des alternatives, je pense qu'il faut aussi changer de paradigme. C'est de cette manière-là qu'on pourra résoudre la situation. Alors, la troisième partie de l'émission, c'est dans la gouvernance. Quand je parle de gouvernance, je parle exactement au fonctionnement des institutions en démocratie. Aujourd'hui, on a vu dans les pays précités, Italie, Grande-Bretagne,
Et même la France, souvent, se pose des problèmes de démocratie institutionnelle. Oui, au Sénégal, Karim Diagne, aujourd'hui, vous avez l'institution parlementaire. Je parlais de l'Assemblée nationale, qui est un enjeu de pouvoir avec ce que cela donne comme réalité. Alors, comment expliquez-vous, en termes surtout d'urgence et d'importance, le rôle que devrait jouer l'Assemblée nationale justement dans notre processus démocratique? Oui. C'est une excellente question. Dans toutes les démocraties, cette situation inédite à laquelle le Sénégal est en train d'expérimenter, finalement, est un facteur de démocratie. On parlait de représentativité au début. Donc, de crise même de représentativité. Oui, mais dans la manière dont je l'ai analysé, c'est pour moi, en fait, oui, de crise de représentativité. Mais dans la représentativité, quand vous avez la possibilité au sein d'une Assemblée nationale de voir finalement, en fait, deux coalitions plus ou moins équivalentes dans un pays, ça c'est un signe de démocratie qui est fort. Ça c'est en termes de principe. En termes de réalité, en termes d'application, on s'insurge et on a tous été quand même assez triste, et c'est un euphémisme, de la situation qui s'est passée lors de la première l'ouverture. Donc, une Assemblée nationale, c'est une Assemblée nationale qui d'abord représente la population. Donc, si vous êtes représentant d'une certaine frange de la population, vous devez mettre en avant des revendications, des aspirations de cette population-là, quelles qu'elles soient. Donc, des questions liées finalement, en fait, à, par exemple, une diminution des prix, qui est beaucoup plus confortable pour le Sénégalais lambda. Donc, poser ces questions-là, mettre en avant des lois qui puissent finalement permettre une meilleure représentativité institutionnelle. La question de la transparence électorale a toujours été un problème. Le dialogue national, d'une certaine manière, on parlait du Tchad, les partis politiques n'ont pas réellement participé, mais au préalable, le Sénégal, on était un peu dans ces expériences-là. Le processus politique est toujours critiqué. Donc, l'Assemblée nationale, à l'heure actuelle, avec les forces de coalition équivalentes, devrait arriver à des consensus, devrait discuter, devrait être dans un processus où, pendant longtemps, en fait, le Sénégal a été vu de cette manière-là. On peut se dire traiter de tous les noms d'oiseaux, mais on va discuter. Et on avait débattre. Débattre, s'opposer, mais avoir un débat qui peut nourrir et qui peut justement, au terme de ce débat-là, arriver à trouver des solutions de compromis. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. En fait, c'est ça la culture politique du Sénégal, si on peut le comparer avec d'autres pays. Et dans ce registre-là, on s'est rendu compte qu'on n'était pas dans une discussion politique. Donc, maintenant, au sein de l'Assemblée nationale... Oui, parce qu'on a traversé quand même des étapes importantes de majorité absolue à majorité relative. C'est ça. Pour ne pas dire, il n'y a même plus de majorité. Il n'y a plus de majorité. Mais donc, j'en reviens à le point sur lequel je veux vraiment insister, c'est qu'au sein des commissions parlementaires, lorsque des questions de fond seront posées au sein de l'Assemblée nationale, les députés... Bon, c'est peut-être un vœu pieux, vous me direz, mais les députés doivent laisser finalement la posture politicienne, partisane, de finalement en fait débattre sur la forme et beaucoup plus analyser les questions qui seront mises au sein de l'Assemblée nationale en termes de fond, en mettant des propositions ou des contre-propositions qui pourraient permettre finalement en fait de trouver des solutions de compromis. Mais si les débats finalement en fait s'enlisent vers des attaques personnelles, s'enlisent vers des postures politiciennes, là, malheureusement, on risque de tomber dans une Assemblée nationale qui est représentative, mais qui ne joue pas son rôle de fond, qui est celui réellement de porter des questions qui intéressent les Sénégalais. Et à l'heure actuelle, c'est toutes ces questions qu'on a abordées, de conjoncture économique, de solutions par rapport à des questions également locales, de décentralisation, des questions de comment pourvoir aux besoins primaires des Sénégalais. Donc si ces questions ne se posent pas, et si ces questions sont noyées sur des enjeux politiques qui vont crisper finalement l'auditoire, troisième mandat, homosexualité, etc., qui ne sont pas des questions
je ne suis pas en train de dire que ces questions-là ne sont pas importantes, mais ce sont des questions qui doivent être importantes au même titre que d'autres questions qui intéressent les Sénégalais et qui doivent être posées à la lumière des enjeux de fond. Et c'est ce à quoi pourrait servir réellement notre Assemblée nationale. On en est là. On en est là, on espère que justement, en fait, c'est lorsque finalement ces différents... Bon là, il y a la question du budget. Oui, le marathon budgétaire qui va démarrer. Oui, donc quand les ministres vont être au sein de l'Assemblée nationale et proposer leur budget, finalement que les différents députés les interpellent sur des questions de fond et que ces représentants du gouvernement répondent également à ces questions-là au niveau du fond, mais non pas justement sur des... Et comment l'argent des Sénégalais va être dépensé. C'est ça. Oui. C'est ça, c'est ce qui intéresse. C'est ce qui intéresse. Donc pour en revenir avec le fonctionnement des institutions, c'est non seulement au sein de l'Assemblée nationale, mais toutes ces structures-là, le HCCT également doit réfléchir sur des questions qui intéressent la décentralisation. Aujourd'hui, pas mal de mairies ont des problèmes finalement, bon ça a toujours été un problème, mais des fonds de dotation pour régler des problématiques en termes de compétences transférées, où on se rend compte que ces mairies-là n'ont pas assez de fonds et finalement souvent vont combattre avec les différentes institutions nationales pour essayer d'avoir des financements. Quand vous regardez la posture de certains maires à l'heure actuelle, c'est que la plupart vont aller à l'étranger pour essayer de conclure des partenariats, pour essayer de financer des projets de développement local. Donc, bon, c'est aussi leur rôle, jumelage, etc. Il y a d'autres qui initient des souscriptions volontaires aussi. Oui, mais... Les initiatives ne manquent pas. Ces initiatives-là, elles sont à saluer parce que ça montre finalement en fait que les mairies jouent d'ingéniosité pour essayer de trouver finalement en fait des problèmes, parfois qui sont des problèmes de fond. Mais en démocratie, la justice, que serait une démocratie sans justice? En fait, c'est une question que la justice, que les pays comme la Côte d'Ivoire ou les pays même comme le Tchad qu'on a évoqué n'ont pas réussi à trouver de solutions de réponse. La justice ça fait partie de la perspective régalienne. La justice représente finalement en fait d'une certaine manière l'instrument de l'État. Mais la justice est là également en fait en termes de transparence pour dire quand le droit n'est pas respecté. Alors, la plupart du temps, la perception qu'ont les Sénégalais de la justice, c'est une justice qui sert finalement, une justice arbitraire. Alors, le rôle de la justice est de dire le droit, de le lire de manière régalienne, de manière normée. Quand vous regardez le symbole de la justice, c'est cet équilibre-là, c'est cette balance qui représente l'équilibre. Donc, qui que vous soyez, si vous avez fait justement un obstacle de la justice, vous devez répondre à ce droit. Donc, dans cette logique-là, finalement, en fait, que ce soit le Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil constitutionnel, en tout cas tous les instruments de la justice qui sont là, ici au Sénégal, finalement, doivent dire le droit en toute transparence, en toute équité, pour que cette représentation de la population, de se dire que ces instruments qui sont présents et qui nous représentent finalement en fait sont capables de prendre des décisions en toute transparence. Alors, mais ce n'est pas la perception qu'ont les Sénégalais à l'heure actuelle. Du moins pour l'instant, nous avons commencé par parler de la géopolitique avec les crises multiples, exogènes comme endogènes. Nous avons également parlé de la responsabilité des politiques, mais aussi analyser les mutations en cours. Mais alors venons-en aujourd'hui à la question de la médiation. Oui. Lorsque vous vous inscrivez dans une recherche de paix, la question de la médiation se pose avec acuité. Tout à fait. Alors, auteur de l'ouvrage Pouvoir politique, espace religieux au Sénégal, oui, l'espace religieux comme espace de conditionnement, mais surtout de médiation face aux crises. Oui. Quelle réponse pouvez-vous nous apporter dans un contexte où
justement, c'est devenu un problème au Sénégal, la question de la médiation. De la médiation, effectivement. Bon, le rôle qu'ont joué les acteurs religieux depuis la période même précoloniale. J'aime bien revenir sur la période précoloniale parce que les acteurs religieux aussi étaient présents. Les Serigne Faketal avaient une position socio-économique extrêmement importante. Donc, par la suite, c'est ces mêmes acteurs religieux qui, au niveau de la colonisation, ont joué leur rôle aussi important. Post-colonial, même chose, de Senghor à Macky Sall, on ne peut pas faire sans les confréries religieuses, on ne peut pas faire sans l'Église. Donc ces acteurs religieux ont toujours, dans la culture politique du Sénégal, joué ce rôle-là d'intermédiation. Quand vous dites médiation, c'est finalement la tierce partie, celle qui intervient pour régler des problèmes de litige lorsqu'ils se posent. Donc, et ils l'ont fait. Rappelez-vous, on parlait d'émeutes, etc. Mais n'oublions pas que quand il y a eu Covid, la première ville où il y a eu des émeutes, c'était à Touba. Mais, donc, parce que les gens n'en pouvaient plus. Mais lorsque le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a tout de suite dit aux jeunes d'arrêter ces émeutes-là, on a suivi finalement en fait. Et par d'autres, c'est lui également qui a intervenu pour finalement donner, faire des dons à toute cette communauté-là qui était impactée. Donc le rôle que jouent les acteurs religieux, c'est d'abord dans la perception d'un rôle qui transcende l'aspect même plus politique. Ils sont des acteurs sociaux, ce sont des acteurs donc, de régulation sociale, ce sont des acteurs également qui s'impliquent au niveau économique, et c'est ça qui leur donne leur légitimité charismatique et politique. Et dans ce registre-là, le Sénégal a une chance comparativement aux autres États de la sous-région. Mais il ne faut pas s'arc-bouter sur cette chance-là en disant tout le temps que les acteurs religieux vont nous sauver lorsqu'il y a des crises. Dans les émeutes du mois de mars, et on l'a vu même en juin, justement, on a vu que l'opposition a plusieurs fois fait taire sa manifestation parce que au préalable, il y avait une médiation qui avait été mise en avant par les acteurs religieux. Donc, dans ce registre-là, je dois dire que les acteurs religieux n'ont pas préséance à jouer ce rôle de manière trop visible. Parce que, qu'est-ce que ça crée? Ça crée, finalement, en fait, le politique, finalement, se mélange avec ce religieux-là. Et ce syncrétisme qui a toujours existé au niveau du Sénégal peut poser parfois problème lorsque ils doivent apposer leur costume de neutralité. Confusion des rôles, risque. Voilà, c'est un risque politique. Donc, la médiation, à mon avis, ils vont continuer de le faire. Parce que finalement, en fait, ce sont les acteurs politiques eux-mêmes qui vont aller les voir pour finalement, en fait, essayer d'amener sur la table de négociations, de discussions et faire des promesses, que ce soit pour l'obtention de la libération de prisonniers politiques. Donc ils se sont impliqués, ils s'impliquent notamment avec le travail extraordinaire que mène le cadre unitaire de l'islam. Ils sont dans ce registre de médiation. Mais je dois dire, ça peut être dangereux pour l'équilibre politique du Sénégal dans les années à venir. Pourquoi? Parce qu'on leur donne un rôle à laquelle, finalement, en fait, ce sont des acteurs politiques eux-mêmes qui doivent se jouer. Tant et aussi longtemps que ces acteurs religieux, pour assurer la régulation sociale, vont décrire, finalement, en fait, des directives, on va les suivre. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte, notamment en 2000, lorsque, avant, il y avait des consignes de vote, le Ndigel, le fameux Ndigel, ce fameux Ndigel-là n'existe plus. Parce qu'il y a même des processus d'autonomisation qui existent au sein même des communautés religieuses. Donc, le risque, quand vous continuez finalement de jouer ce rôle de médiation, en tout cas de la part des acteurs politiques, c'est que les populations eux-mêmes commencent à s'autonomiser du discours, de la parole qui est quand même... à s'affranchir. Et cette parole-là, elle est sacrée. Quand un représentant d'une confrérie religieuse parle, on l'écoute. S'il parle de manière répétée sur des questions sociales, sur d'autres questions, cette parole-là, au fur et à mesure, elle va être désacralisée. Donc pour nous, pour les acteurs politiques, c'est ce rôle-là, ce rôle sacré et symbolique, il faut essayer au maximum, en fait, et ça revient un peu sur la question au niveau des compromis qui doivent être trouvés au sein des assemblées nationales. Donc ce que je suis en train de dire, c'est d'une certaine manière que ces acteurs politiques essaient
de trouver de la médiation par eux-mêmes et de ne pas user et d'abuser du rôle de médiation que jouent les acteurs religieux, parce qu'à un moment donné, ce rôle-là parce qu'on est aussi au niveau du 21e siècle, dans des processus, comme vous l'avez dit, d'autonomisation qui passe dans les réseaux sociaux. Et ça se voit même dans le discours des réseaux sociaux, que les jeunes ou d'autres groupes vont venir critiquer des acteurs religieux. Il y a quelques années, ce n'était pas possible. Ouais. Mais de plus en plus, on le voit. Donc, ces processus d'autonomisation, le fait dans l'espace public qu'un acteur se prononce, s'il n'est pas plébiscité par la plupart de la population, ce plébiscite-là va être critiqué. Et donc, pour nous, parce que je disais au début, c'est notre chance, donc tous les acteurs doivent participer à ce que, finalement, que le discours des religieux reste dans le domaine sacro-saint, reste dans le domaine symbolique dans lequel il va réellement permettre cette médiation-là. En fait, c'est même dangereux pour l'équilibre politique, l'équilibre même de la laïcité, même si la question de la laïcité n'est pas la même chose au niveau du Sénégal. C'est un pluralisme religieux. C'est une inclusion beaucoup plus qu'une séparation. Mais dans l'inclusion, il est aussi important que le religieux reste dans sa sphère. Ou en tout cas, si elle pénètre sur le politique, qu'elle soit formalisée. Mais cette informalisation-là, au fur et à mesure, pourrait amener une forme très dangereuse, à mon sens, où le religieux, comme il est toujours sur la selle, ce religieux-là va prendre maintenant d'autres rôles à laquelle on ne le prêtait pas. Finalement, tout est question de responsabilité. Oui, responsabilité collective et individuelle. La responsabilité collective de l'État qui doit prendre des mesures qui pourraient finalement répondre aux besoins de la population, qui doit avoir une meilleure représentativité au niveau des groupes qui sont choisis, une responsabilité individuelle. Moi, en tant que Sénégalais, finalement, c'était cette fameuse phrase, je pense que c'est Kennedy, si je ne m'abuse, ne vous demandez pas ce que l'État peut faire pour vous, mais également vous. Qu'est-ce que vous devez faire pour l'État? Donc, et qui commence, on voit quand même l'implication des jeunes dans les structures locales, des structures communautaires, dans des associations sportives et culturelles. Mais les jeunes ne restent plus dans ce registre-là. Les jeunes aussi prétendent avoir des positions extrêmement importantes. Donc, quand les représentants du gouvernement ont la perception, ont le sentiment que cela est en train de changer, c'est inclure donc ces aspirations populaires dans la représentativité. C'est là où on va essayer de trouver une forme d'équilibre. Alors, la dernière question, la question du mandat. Ah oui, la fameuse question. Est-ce une question gênante dans une démocratie qu'on en arrive à se poser la question, et c'est le cas actuellement au Sénégal? Quelle réponse? Alors, il est surprenant de voir que beaucoup spéculent sur la question du troisième mandat, mais le principal intéressé ne se prononce pas. Je pense que là également, il faut se garder d'avoir un discours plus ou moins est-ce qu'il va se présenter ou ne va pas se présenter. Il y a chez le Sénégalais la question éthique et morale qui est extrêmement importante. Donc, pour beaucoup, les gens auront le sentiment que s'ils se prononcent pour un troisième mandat, ce serait finalement en fait se dédire par rapport à les promesses qu'il a déjà faites. Moi, je dois dire que ce n'est pas le moment. Au moment précis, le président dira ou redira d'une certaine manière sa posture par rapport au troisième mandat. Parce que quelque part, si on ajoute cette question, on est encore en train de parler des aspects politiciennes. Et on met de côté finalement en fait des questions qui, pour moi, sont réellement de fond, qui sont au niveau institutionnel. D'autres vous diront, on ne peut pas parler, il faut qu'on parle de troisième mandat, il faut qu'il puisse s'affirmer pour que réellement, on puisse savoir si, oui ou non, l'orientation politique de ce pays sera faite par l'actuel président. Personnellement, je pense que c'est un faux débat. Je pense que il faut essayer réellement de voir comment la population sénégalaise aujourd'hui fait face à toutes ces crises qu'on a évoquées, que le temps dans lequel le président jugera opportun, il se prononcera
Alors, rien ne sert d'en parler au préalable, puisqu'en parler au préalable, finalement, ne résoudra pas la question. Mais au Sénégal, on aime bien, en fait, des discours politiques. C'est comme on disait au départ, on aime bien conjecturer. Laissons le temps, on est à 15 mois des élections présidentielles. Le moment venu, il fera sa déclaration d'une certaine manière. C'est peut-être une stratégie politique, ça, on s'entend. Le fait de ne pas le dire très tôt. Mais pour ma part... Êtes-vous pour la limitation ou non du mandat présidentiel ou des mandats? La limitation du mandat de manière générale, je pense que c'est quand même assez important. Dans une démocratie, je pense surtout avec la manière dont les expériences politiques africaines ont été, la limitation des mandats est un principe qui permet la stabilité politique. Après, on parle également de représentativité. Oui. Quand on pense notamment à un pays comme le Rwanda, on peut critiquer le président Kagame, etc. Mais on peut aussi dire qu'il a une représentativité. Alors qu'il est là, voilà, depuis le génocide des années 90, 1994, et qu'il est en train de mettre des changements structurels pour son pays. Donc, dans les pays qui l'ont beaucoup expérimenté, finalement, en fait, des coups d'État, je pense que la question de la limitation des mandats est un principe qu'il faut respecter. C'est un principe même que l'Union africaine est en train de mettre en avant. Mais si on admet ce principe de limitation de mandat, essayons au maximum d'inclure, finalement, en fait, d'autres groupes qui se sentiraient exclus du pouvoir. Autrement, finalement, ce que ça risque de créer, c'est des problèmes constitutionnels qu'on voit au Tchad, qu'on voit au Mali et qu'on espère ne pas voir au Sénégal. Alors, en démocratie, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour boucler? C'est une question un peu difficile. Mais ce qu'il faut faire, encore une fois, on en revient au principe du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ce n'est pas de dire qu'on est populiste en disant ce principe-là, mais il faut être à l'écoute de la population. Aujourd'hui, on est dans une situation où tout s'accélère, tout est complexe. En fait, l'État est décrié, les individus aussi ont leur rôle à dire. Donc, être à l'écoute de la population, c'est permettre à cette population de pouvoir voter librement. C'est permettre à cette population d'être inscrit de manière démocratique dans tous les... C'est ce qui se passe au niveau du Tchad et de la Guinée. On veut avoir un recensement de tous les acteurs, de toute la population. Donc, la population doit pouvoir aujourd'hui dire son mot. Et de l'autre chose, ce qu'il ne peut pas faire, c'est justement se servir des institutions pour finalement avoir une stratégie de confiscation de pouvoir. Et finalement, je vais terminer là-dessus, c'est le problème, ne pas tomber dans l'hybris. L'hybris, c'est finalement cette folie politique que nos représentants, une fois qu'ils sont à la tête du pouvoir, ils sont dans cette bulle de verre, où on a le sentiment qu'on prend toujours les bonnes décisions, qu'on est élu, mais qu'aussi qu'on représente pendant un certain nombre d'années les aspirations populaires. Le monde est en train de changer de manière fulgurante et très rapide. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est justement des stratégies de conservation du pouvoir politique, parce qu'on l'a vu, tôt ou tard, que ce soit de manière violente ou non, les populations exprimeront finalement en fait leurs revendications. Et dans le contexte du Sénégal, en tout cas, j'ose espérer qu'on ne sera pas dans ce registre-là, parce qu'on est quand même avec une population qui est mature, une population qui montre ses aspirations, qui s'implique, qui s'intéresse à la chose politique. Donc, il faut donner libre crédit finalement à cette population-là, surtout que la jeunesse, véritablement, est une des tendances qui est la plus caractéristique à l'heure actuelle. La démographie, on parle de 2050 finalement, en fait, de l'Afrique qui va dépasser et qui est un pays comme le Nigeria, qui va être la 3e puissance au niveau de la population démographique. Donc, ce sont des marqueurs qui sont concrets qu'il faut écouter. Et dans ce registre-là, je ne pense pas, comme d'autres qui disent que on est dans une crise de la démocratie. On en revient à ce qu'on disait. Pour moi, tout simplement, quand vous êtes malade, c'est qu'on veut faire convulsion, c'est ça.
on veut faire sortir quelque chose de mal. Mais une fois que vous êtes rétabli, finalement, en fait, c'est de prendre des remèdes qui vont vous permettre, finalement, en fait, d'être bien portant. Et ces remèdes, pour moi, c'est quoi? C'est la population. Ce sont les ressources, donc la géopolitique, ressources naturelles, comment gérer les ressources naturelles au sein des ressources humaines, comment mettre des bonnes personnes aux bonnes places. Et c'est ça qui permettra réellement, en fait, à cette démocratie qui est encore jeune, hein, 1960, n'oublions pas, c'est à peine 6 décennies. Donc, donnons la possibilité à cette démocratie de sortir de ces convulsions, de ces soubresauts politiques, les bonnes personnes aux bonnes places, inclure des groupes qui vont se sentir exclus du pouvoir, assurer finalement un équilibre économique pour avoir une meilleure inclusion d'autres groupes au niveau de la sous-région. C'est de cette manière-là où, lorsqu'on se sent représenté, on est dans des registres comme un peu la Suède. Comme on peut la Suède ainsi tracer la voie, surtout en démocratie. C'est ça. Pour rappeler à nos auditeurs qu'il était notre invité, docteur Muntaga El Karim Diagne. Muntaga El Karim Diagne, comment c'est arrivé? C'est Muntaga El Karim Diagne. C'est une anecdote. Bon, c'est venu de mon père qui, pendant le feu Momar Khari Diagne, et qui avait utilisé un anagramme parce que Martin Luther King. Muntaga, c'est le nom de mon grand-père maternel. Karim, c'est un nom d'un de ses très bons amis. Donc, il a utilisé l'anagramme pour le nom que je porte aujourd'hui. Ok, donc on comprend mieux. Il était encore une fois notre invité, docteur Muntaga El Karim Diagne. Vous êtes effectivement enseignant-chercheur au département sciences politiques de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Vous y enseignez religion et politique. Vous êtes également auteur de l'ouvrage Pouvoir politique, espace religieux au Sénégal. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. J'étais ravi de faire cette émission en votre compagnie. Partagez, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Excellent dimanche à toutes et à tous. Et un grand bravo à l'équipe digitale, Alioune Badara Sosé et Abdoulaye. Au revoir. Sud FM.